vous devriez être normalement très nombreux sur ce webinaire, donc prévention des RPS, 10 idées d'action concrètes pour prévenir donc, les risques psychosociaux. N'hésitez pas à me mettre juste maintenant, tout de suite, dans le chat, si tout est nickel pour vous, si vous me voyez bien et vous m'entendez bien. Donc je me présente, moi je m'appelle Harmonie, je suis ergonome et je suis dans le domaine de la santé au travail depuis 13 ans. Et j'ai intégré donc Goalmap depuis presque un an. Alors Goalmap, on est une entreprise. Ah super, bonjour, tout est ok, impec, super. Spécialisée dans la santé et la sécurité au travail. Il faut savoir qu'on va vous présenter en fait un webinaire tous les premiers jeudis du mois. Donc mettez-le dans votre agenda. Bonjour, on voit le support. Bonjour, c'est parfait, merci pour votre retour. Donc, tous les premiers jeudis du mois, on va vous proposer un webinaire sur les thématiques de santé et sécurité au travail. Ce sera toujours les mêmes horaires, 11h30, midi et quart. On va donc prévention. Donc là, aujourd'hui, ça va vraiment être ciblé donc, sur les risques psychosociaux. On va essayer d'être très pratique et vous donner vraiment 10 idées d'action pour faire de la vraie prévention. Donc, comme je vous disais, prévention des RPS, qui est souvent un sujet un petit peu tabou. On a toujours peur de ce terme-là, de risques psychosociaux, le terme risque. Il faut savoir que psychosocial, en fait, c'est tout ce qui va se rapporter à la psychologie humaine dans la vie sociale. Donc, en fait, c'est quand même un sujet qui va traiter les relations humaines et la psychologie, vraiment dans toutes ses dimensions. Donc, voilà, nous, on essaie vraiment de désacraliser ce terme-là, même si, le terme risques psychosociaux peut toujours faire peur. Comme je vous l'ai dit, en fait, on est dans une série de webinaires, donc nous, on appelait Mieux vaut prévenir, donc les webinaires prévention santé de Goalmap, donc tous les premiers jeudis du mois. Le prochain, ce sera sur la QVT, donc l'aspect de la QVT, qualité de vie au travail, parce que c'est au mois de juin, donc on vous la propose au mois d'avril, pour avoir le temps d'interagir avec vous, au besoin et de vous accompagner, puisque ça se fait 2 mois plus tard. Alors, le programme de ce webinaire-là, on va quand même faire un état des lieux, toujours poser le cadre, c'est toujours la démarche dans ces présentations-là, dans ces webinaires-là. Donc, on fait un état des lieux sur les risques psychosociaux. On revoit on revoit pour ceux qui maîtrisent bien la démarche, toutes les étapes clés. On vous propose ces 10 actions concrètes, liste bien sûr non exhaustive, mais nous, c'est ce qu'on sait mettre en place, c'est ce qu'on a déjà mis en place. On vous présente vraiment quelque chose qui fonctionne avec nos clients, ce qu'on a fait 2020, 2021, 2022. Et puis, je vous propose aussi des cas concrets. Comme ça, vous aurez aussi le contexte et comment on a accompagné ces entreprises. Alors, 10 actions, l'état des lieux. Donc, juste au départ, quelques chiffres, il n'y en aura pas beaucoup, vous inquiétez pas. Mais il faut savoir qu'en 2021, plus d'une entreprise sur 2, donc on est à 51% d'entreprises qui ont été confrontées à un arrêt maladie dans le cadre de risques psychosociaux. Alors, quand on parle d'arrêt maladie, en général, c'est le stress, pour dépression, pour burn-out. Je pense que c'est des mots qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Il faut savoir que par rapport à l'année 2020, ça augmente encore de 15%. On voit vraiment que c'est une problématique qui touche de plus en plus les personnes. Ce n'est pas un sujet, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un sujet qui concerne que les cadres, que la direction. On est vraiment sur tous les niveaux et pas non plus que le secteur du tertiaire. Toutes les personnes dans le cadre du travail peuvent être justement confrontées à des risques psychosociaux. Parce que en fait, le travail se complexifie, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une démarche où on est en quête de sens par rapport au travail. Et des fois, justement, il y a des problèmes de valeurs entre ses propres valeurs et les valeurs de l'entreprise. Il peut y avoir un écart. Donc, c'est vraiment un sujet qui concerne tout le monde à tous les niveaux. Deuxième chiffre que je peux vous donner, c'est... je crois qu'il y en a un troisième. Le deuxième chiffre que je peux vous donner, c'est qu'il faut savoir que les troubles psychologiques et l'épuisement professionnel sont désormais à l'origine de 20% des arrêts maladie. Dépassant pour la première fois donc les troubles musculo-squelettiques, ça les a détrônés, qui sont à 16% par rapport à tout ce qui est arrêt maladie. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le top 1 de l'origine des arrêts maladie. C'est vraiment sur les risques psychosociaux. D'où l'intérêt de vous présenter ce webinaire-là. Dernier, encore un chiffre, c'est 102% le nombre de consultations de psychologues. Alors, pas vraiment psychologue du travail, de psychologues, donc on est aussi sur le sphère extra-professionnelle, donc qui a augmenté de 102% entre 2020 et 2021. Bien sûr, il y a la période du Covid en 2020 qui a forcément eu un impact là-dessus. Donc, c'est des chiffres quand même à prendre avec prudence, puisqu'il y a eu cette période-là de crise sanitaire qui a impacté effectivement le bien-être, qui a impacté en fait la psychologie des personnes. Les secteurs les plus touchés, je pense que vous vous en doutez, le médico-social à 20%,
le domaine des transports à 15% et le commerce de détail à 13%. Alors, c'est des chiffres qui datent de 2018, mais clairement, on est toujours dans ce top 3 en 2020, avec à peu près les mêmes chiffres, quasiment les mêmes chiffres. Les conséquences des risques psychosociaux, on est obligé d'en parler, ça a des conséquences individuelles, ça a des conséquences collectives. Donc, individuelles, on est sur les TMS, les troubles musculo-squelettiques, tout ce qui est troubles psychologiques, le burn-out, et bien sûr, après, on est sur des maladies justement qui vont apparaître au fur et à mesure, donc les maladies cardiovasculaires et des maladies chroniques. Au niveau des conséquences collectives, ce qui va impacter en fait l'entreprise, donc augmentation de l'absentéisme, puisqu'on a vu quand même par rapport aux arrêts maladie, un turnover qui est élevé. Aujourd'hui, on se rend compte dans les entreprises qu'on a du mal à conserver en fait ces équipes stables. Il y a beaucoup de turnover, accidents de travail, dégradation du climat social. Ça forcément impacte la qualité ou réduit en tout cas la productivité. Et bien sûr, ça touche la marque employeur. Les étapes d'une démarche de prévention des RPS. On vous situe un petit peu et puis après, on passe aux 10 actions concrètes. Donc, juste pour remettre le cadre de cette démarche, les points clés, la première étape, vous savez, c'est en gros de définir et valider des règles de cette démarche. Il faut savoir, il faut vous mettre d'accord avec qui va participer à cette démarche, quels sont les acteurs, et puis savoir quelle est votre technique de communication. Est-ce que vous formalisez les choses par écrit? Comment est-ce que vous allez communiquer en fait sur le sujet auprès de vos collègues, auprès de votre direction, auprès des salariés. C'est une démarche participative. Vous n'êtes pas seul dans cette démarche. Vous pouvez vous appuyer sur des acteurs extérieurs, vous savez, les services de santé au travail, par exemple, mais il y a aussi des personnes en interne qui doivent vous aider, votre direction. Très important, le rôle de l'employeur qui doit être engagé à donner les moyens nécessaires au travail d'évaluation des risques psychosociaux. Surtout, ne partez pas en guerre, ne partez pas en guerre contre les RPS tout seul, c'est un combat qui se mène collectivement. C'est une démarche centrée sur le travail et son organisation. On collecte les données en interne. Donc ça, c'est très important, puisqu'on interroge vraiment le travail, on fait une analyse globale du travail. Moi, je vais vous donner un exemple. J'étais ergonome en interne dans une entreprise tout au début, il y a une dizaine d'années, quand j'ai démarré ma vie professionnelle. Et je me souviens que j'avais pointé du doigt, donc en tant qu'ergonome, on pointe du doigt les risques physiques, les risques organisationnels, les risques psychosociaux. Et je me souviens que j'étais dans une entreprise qui était très familiale. Elle avait 50 ans, cette entreprise-là. Elle était ancrée, elle était géographiquement implantée dans un petit village, donc tout le monde, on va dire, travaillait. C'est vraiment l'entreprise du coin où tout le monde y était. Et je me souviens que j'avais relevé en fait des facteurs, des petits indicateurs qui me disaient que là, voilà, niveau ambiance, niveau relationnel, il y avait peut-être un petit problème de la souffrance au travail. Et je m'en souviens que j'en avais parlé à ma direction. Et on m'a tout de suite dit, ça concerne qui ? Et j'étais surprise de cette question parce que c'est pas que ça concerne qui, ça concerne quoi, ça concerne un poste, ça concerne une activité. Et en fait, on a essayé d'inverser la chose en disant, c'est sûrement un problème de personnalité ou de dire, et je m'en souviens, la réponse c'était, oui, si c'est eux, c'est normal, parce qu'il y avait, on connaissait trop bien ces personnes, il y avait vraiment une grosse ancienneté. Et c'est vrai que dans les entreprises familiales, qui sont ancrées depuis des années, où il y a des anciennetés très, très importantes, des fois, on oublie le cœur du problème qui est l'activité de travail, l'organisation de travail, les relations, et on n'est vraiment pas là pour juger en fait les personnalités. Donc ça, c'est très important et des fois, effectivement, il y a cette petite déformation qui fait qu'on oublie vraiment de centrer la démarche d'évaluation des risques psychosociaux et d'interroger vraiment l'activité de travail. Donc voilà, je vous faisais partager ma petite expérience. La deuxième étape, bien sûr, on réalise un prédiagnostic pour déterminer la situation d'un collectif de travail. Alors, un prédiagnostic, c'est un instant T. C'est une photographie, bien sûr, qui va sans arrêt être en mouvance. Mais en tout cas, il faut faire vraiment un prédiagnostic où on va interroger quelques personnes, on va essayer de prendre un petit peu la température et ce qu'il faut surtout, c'est observer des indicateurs, faire attention aussi au retour un petit peu informel. On analyse les conditions d'exposition des salariés donc, à ces facteurs de risque. On suit ces indicateurs et les indicateurs du départ doivent être les mêmes à la fin, il faut les suivre. Et après, on rentre dans un diagnostic approfondi. C'est vraiment une démarche macroscopique jusqu'à microscopique. Donc, on part au départ, on essaye de savoir vers quoi partir, dans quelle direction on va prendre, et puis on affine au fur et à mesure. On n'oublie surtout pas de retranscrire tout ça dans le document unique d'évaluation des risques professionnels
qui, je vous le rappelle, est obligatoire depuis 2001 et qui est un outil normalement qui doit justement permettre de suivre en fait votre avancée dans ce domaine-là. Donc, très important de suivre justement, de tout indiquer dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. L'étape 3, on définit un plan d'action, on propose des actions d'amélioration, on priorise et on planifie. Donc là, c'est vraiment très, très cadré. Et on définit les moyens nécessaires à la réalisation du plan d'action. Pareil, on n'oublie pas de reporter ces actions dans le document unique. C'est votre fil rouge, vraiment le document unique. Donc, en gros, cette démarche de plan d'action, c'est que si le diagnostic approfondi révèle de véritables dysfonctionnements à l'origine de risques psychosociaux, et bien là, vous devez mener quelque chose. D'accord. Donc là, l'employeur valide ce plan d'action, donc après concertation avec le CSE, si vous en avez un. Mais en tout cas, voilà, l'employeur doit valider et s'inscrit dans le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Ça, je pense que vous connaissez. On met en place ce plan d'action. Donc là, il faut piloter la mise en œuvre des actions. On prévoit des points réguliers parce qu'en fait, il faut toujours s'imaginer que ce n'est pas une démarche où, en fait, il faut toujours qu'il y ait un échange réciproque. Il faut qu'il y ait des informations ascendantes, des informations descendantes. Donc, c'est très important que quand on met en place un plan d'action, qu'il y ait la communication en tout temps. Donc, très important d'informer régulièrement le personnel puisque ça a aussi un côté frustrant que quand on avance, des fois, on ne voit pas tout de suite l'impact de ces actions-là. Donc, ça crée de la frustration dans les équipes en disant, on a averti sur quelque chose et derrière, il n'y a rien. Oui, donc, soyez vraiment transparent dans ce genre de démarche. Communiquer, alors après, il y a plein de techniques de communication différentes, mais la communication est vraiment très importante, même au niveau de la mise en place du plan d'action, même si on verra que l'impact qui est beaucoup plus tard. L'employeur est bien garant de la mise en œuvre du plan d'action, même s'il la délègue à des acteurs de prévention interne. On suit et on évalue donc pour la 5e étape les actions. Donc, ce qu'il faut, c'est en gros estimer les retombées, réajuster, parce qu'on ne peut pas être bon tout de suite en se disant, on a tenté ça n'a pas fonctionné, donc on réajuste, on fait des feedbacks. Voilà, c'est toujours encore une fois important de pas, c'est pas la démarche de prévention des risques psychosociaux, c'est pas si linéaire que ça. Ok, on a des étapes chronologiques. Ça, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas en louper parce que sinon, on risque de passer à côté de quelque chose, d'une situation à risque. Mais ce qui est surtout important, c'est de faire des réajustements. C'est comme ça, en fait, qu'on apprend et qu'on devient le plus pertinent possible. Donc, très important de réévaluer l'exposition des salariés. Et toujours, on actualise le document unique. Mais je vais encore en reparler un peu après. On resitue les 7 grandes familles de facteurs de risque. Donc, ces 7 grandes familles, en fait, ça concerne quoi? Ça concerne l'intensité et la complexité du travail. Donc là, ça va être évaluer, réguler la charge de travail. Donc, autant éviter la sous-charge de travail que la surcharge de travail. Alors, bien sûr, on parle souvent de la surcharge, mais on n'oublie pas non plus la sous-charge, ce qu'on appelle le burn-out. Les horaires de travail difficiles, là, en gros, c'est la conciliation entre la vie personnelle, la vie privée et la vie professionnelle. Les exigences émotionnelles, donc là, il faut s'assurer de créer un climat bienveillant, d'un climat sain au sein de l'entreprise. Tout ce qui est autonomie, on recherche, les personnes justement recherchent de l'autonomie. Donc, il faut en donner. Alors, savoir cadrer aussi, accompagner. Mais un bon manager, c'est un manager qui fait confiance et qui fait monter les compétences de ses équipes. En famille, des facteurs de risque, et aussi les rapports sociaux qui sont dégradés. Donc là, attention à faire régner en fait une culture du respect, de la bienveillance. Tout ce qui est conflit de valeurs aussi, on cherche, je vous l'ai dit en introduction, on recherche aujourd'hui vraiment du sens. On voudrait que nos aspirations personnelles, on les retrouve dans le cadre professionnel. Donc ça, le but, c'est de réaligner les choses, que le travail ne devienne pas qu'alimentaire, en fait, d'avoir d'autres motivations intrinsèques. Et après, il y a tout ce qui est insécurité de l'emploi. Donc ça, effectivement, communiquer là-dessus, sur les changements, être transparent. Encore une fois, moi, je dis toujours que dans n'importe quel domaine de la vie, que ce soit personnel ou professionnel, c'est la communication, la transparence qui fonctionne le mieux. Donc, n'ayez pas peur, en tout cas, de communiquer là-dessus. Des actions concrètes, pour prévenir les risques psychosociaux. Alors, le premier, on est obligé de commencer par celui-là, non seulement parce que c'est une obligation légale, mais c'est aussi ce qui vous permet d'être vraiment dans la prévention primaire. Vous savez que dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail, il y a 3 niveaux de prévention. La prévention tertiaire, c'est qu'il y a déjà un souci,
un gros souci qui est révélé et qu'il faut, il faut essayer de réduire en tout cas l'impact ou de le supprimer au mieux. Mais ce qu'il faut surtout, c'est être le plus possible en amont de cette démarche, donc de la prévention primaire. Comment on s'inscrit dans cette prévention primaire? C'est justement d'évaluer tout de suite dans ce document unique, donc qui est une obligation depuis quand même 2021, donc pour prévenir, instaurer une vraie culture de prévention. Alors, comment on inscrit ça dans son document unique? Alors, c'est vrai que on pourrait croire que c'est une démarche qui est un peu fastidieuse. Voilà, on se dit, oh là là, c'est encore une obligation supplémentaire. Mais s'il y a vraiment une obligation, en tout cas par rapport à ça, c'est vraiment ce document unique. Donc, on évalue comment? On identifie les facteurs de risque. Un exemple, l'agressivité des usagers à l'accueil. Vous avez l'entreprise où il y a l'accueil de clients, d'agents, d'usagers, tout ça, voilà, en tout cas, il peut y avoir ce risque-là. Donc, c'est un exemple. On détaille après avec des commentaires. On rentre un peu plus dans le vif du sujet. Donc, l'agressivité, c'est quand des usagers, peut-être particulièrement sensibles en fin de trimestre. Est-ce qu'il y a une périodicité, justement, à cette exposition au risque? On évalue le niveau de risque. Donc, vous savez, en fait, on corrèle, en fait, la gravité du risque avec la fréquence, pour voir justement les priorités. S'il y a une gravité importante avec une fréquence aussi importante, là, ce sera peut-être votre priorité numéro 1. On précise les modes de prévention existants. Alors, par exemple, dans cette situation-là, est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui est mis en place? On interroge vraiment l'existant à l'instant T. Oui, il y a un bouton d'alerte qui permet, en cas d'agressivité ou d'incivilité, d'appuyer sur ce bouton d'alerte pour que d'autres personnes viennent à la rescousse. On indique des actions envisagées, donc pourquoi pas, comme exemple, renforcement des effectifs à l'accueil. C'est une idée parmi tant d'autres, mais en tout cas, on l'inscrit et puis après, on évalue. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce qu'en tout temps, c'est possible ou pas de renforcer les effectifs? Est-ce que la personne ne peut pas se retrouver isolée? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Et on définit des dates de mise en action. À partir de temps, une période, un mois, une date précise, et on arrive à la mettre en place. Et après, on réajuste. Donc ça, vraiment important, c'est vraiment le point de départ, l'actualisation ou la création, en tout cas, du document unique d'évaluation des risques. Le deuxième conseil pour la prévention des risques psychosociaux, c'est de mettre en place un baromètre. Alors, un baromètre, en gros, c'est pour prendre la température, le pouls des salariés, justement, pour connaître un peu leurs problématiques, leurs ressentis, afin de savoir quelle action mettre en place et réagir vite en cas de signaux d'alerte. En fait, ça permet de mettre en lumière les petits signaux qui peuvent dire « Ouh là là, il y a quelque chose qui se passe, il faut que j'agisse ». Alors, pourquoi justement donc, on met ce baromètre en place? Donc, on audite le climat social de l'entreprise, on évalue ses facteurs de risque, on anticipe, toujours dans cette prévention primaire, donc les troubles psychosociaux grâce à ces signaux d'alerte, on prend le pouls des salariés. Ça, le baromètre, on peut vraiment le mettre en place, mais je vous donnerai un cas concret après, quand il y a un changement. Quand vous savez que là, ça risque de bousculer un peu les équipes, donc, c'est un bon moyen de suivre dès le départ, avant ce changement-là, de refaire ce baromètre-là pendant le changement et puis le après. Comment on le met en place? Donc, c'est des entretiens individuels ou collectifs. Ça peut être aussi des questionnaires qui peuvent être diffusés auprès de tous les salariés et on peut faire appel à un organisme de prévention externe. Moi, je vous propose, donc chez Goldmap, en fait, on a un baromètre risques psychosociaux spécifique vraiment sur cette thématique-là. Avec, on vous a mis des exemples de questions. Ça peut être personnalisé si vous voulez un petit peu orienter par rapport à votre problématique à vous. Mais en gros, c'est ça. C'est quelque chose, donc c'est du digital. Ça peut être aussi en papier. Mais ce qui est bien, c'est que nous, on peut vous accompagner justement sur ces questions-là, les personnaliser. Et c'est très facile. Il faut vraiment que ce soit un outil qui doit être très accessible pour qu'on soit sûr qu'on soit au plus proche de la réalité de terrain et qui concerne vraiment tout le monde. Donc, il y a des échelles ou bien il y a des réponses à choix multiples. Donc, ça permet derrière d'avoir des statistiques, d'avoir des tendances et au moment du déploiement, forcément, de faciliter les choses et derrière, d'enchaîner sur un plan d'action. Donc, comme ça, on a tout de suite... on sait tout de suite où sont les priorités, tout de suite révéler ce qui ne va pas et enchaîner. Le troisième conseil, c'est de créer des groupes de travail donc, sur les risques psychosociaux. Donc, comment cadrer la démarche? Donc là, c'est vraiment un groupe de travail. Il faut vraiment que ce soit un groupe de travail qui soit transverse. Il faut vraiment qu'on ait quand même des compétences diverses pour avoir des points de vue aussi différents. Donc, comment est-ce qu'on cadre? Il y a le comité de pilotage qui existe. Donc, le CSE peut faire partie de ce comité de pilotage d'ailleurs, mais pas forcément. Donc, en fait, ce comité de pilotage-là, son intérêt, c'est de décider, d'impulser
de mener les actions et les procédures en respectant un planning. Donc voilà, c'est celui en fait qui va un petit peu diriger, piloter, comme on a dit dans le comité de pilotage, piloter ces actions. Donc le CSE, lui, suit les projets et communique. Tout à l'heure, on parlait de communication ascendante et descendante. Ça, c'est super important pour encore une fois, qu'il n'y ait pas de quiproquo, qu'il n'y ait pas l'impression que ça avance pas suffisamment, que finalement, on fait un petit peu les autruches. Donc voilà, c'est vraiment très important de communiquer. Et après, par rapport au groupe de travail, donc les groupes de travail, donc là, c'est eux qui vont recueillir, analyser les besoins, proposer des améliorations. Donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Comment on met en place ces groupes? Donc, par exemple, les petites entreprises, sur la base du volontariat, il n'y a rien de mieux que le volontariat pour... au moins, on est sûr que c'est un sujet que les personnes prennent à cœur. Donc, on sait qu'ils sont vraiment investis dans cette démarche. Et après, structurer les groupes avec l'aide du CSE ou composer les groupes des principaux acteurs santé, sécurité. On est d'accord que les principaux acteurs santé-sécurité, il y en a autant en interne dans votre entreprise que externe. Là, j'ai vu qu'il y avait une infirmière en tout cas qui participait. Les infirmiers en tout cas peuvent participer en santé au travail, peuvent participer à cette démarche-là. Donc, médecin du travail, RH, représentant de la direction, animateur sécurité, infirmier, représentant du personnel, assistante sociale aussi. Donc voilà, très important d'avoir... Moi, je trouve que plus... dans un groupe de travail, plus on a des profils différents, plus on a des regards et des points de vue et des intérêts aussi différents, plus on représentera vraiment l'ensemble des salariés. Donc, encore une fois, ne partez pas seul dans cette démarche-là. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes le seul de votre entreprise, en tout cas, à y participer. N'hésitez pas, oui, ça, je ne vous ai pas précisé, vous aurez accès au replay et de le transmettre à un plus grand nombre pour montrer que, nos conseils et pour montrer que cette démarche doit être vraiment collective et pluridisciplinaire. Le 4e conseil qu'on vous donne, c'est la ligne d'écoute psychologique. Alors ça peut se mettre en place en cas de crise, quand il y a un souci dans votre entreprise, ou aussi, parce que ces lignes d'écoute, c'est aussi un peu un fil rouge, qui est une proposition pour des personnes, pour l'ensemble de vos salariés. Donc pourquoi on met en place cette ligne d'écoute? Pour écouter, soutenir et accompagner les salariés, détecter et orienter, orienter vers des axes d'amélioration ou orienter vers d'autres professionnels de la santé et recueillir et analyser. C'est vraiment aussi une démarche globale avec cette ligne d'écoute psychologique. Comment est-ce qu'on la met en place? On fait appel à un organisme externe. Ça, c'est très important d'avoir une objectivité, que la personne qui va appeler cette ligne d'écoute se sente en confiance, qu'il y ait de la transparence, qu'il y ait un secret professionnel qui soit mis en place. Donc, c'est forcément un organisme externe et ça doit être mis à disposition des salariés, mettre à disposition des salariés des lignes d'écoute. Alors, si je peux vous donner des exemples, lorsque, par exemple, qu'un salarié sent qu'un événement l'a affecté, s'il y a eu un accident de la route ou un accident du travail, qu'il a été témoin ou que ça a été même la victime et qui vous a un petit peu exprimé des difficultés et qu'il a besoin d'être accompagné par un psychologue, ça peut être une des solutions. Si le chargé de prévention sent qu'un salarié va mal et se sent démuni par rapport à une situation, il aura besoin de conseils, d'être un petit peu managé, mais vraiment sur une problématique très, très précise. Savoir comment approcher justement ce conseil-là, comment le résoudre. Vous pouvez aussi mettre en place cette technique-là. Il faut savoir que, encore une fois, ça permet d'avoir un regard extérieur, un avis extérieur, analyser vraiment la situation globale et d'avoir des conseils, une conduite en tout cas à tenir pour intervenir. Donc voilà, ça, je pense que dans le quotidien, on peut avoir, malheureusement, des fois, on vit des situations dramatiques. Donc ça doit être limite, le signe d'alerte, vous l'avez, mais j'ai envie de dire, soyez aussi à l'écoute, soyez aussi attentifs ou d'entendre, est-ce qu'un collègue en souffrance parce qu'il n'a pas réussi à atteindre ses objectifs, par exemple, ou un collègue en souffrance parce qu'on met à l'écart, il y a un problème d'intégration ou des choses comme ça. Voilà, ça, vous pouvez avoir ce soutien-là, encore une fois, extérieur. Voilà, il y a pas mal d'organismes qui proposent cette ligne d'écoute. Le 5e conseil, on arrive déjà à la moitié. Le 5e conseil, c'est le programme de e-learning sur les risques psychosociaux.
c'est vrai que des fois, on nous propose des formations, d'ailleurs, on parlera juste après, des formations, des sensibilisations, voilà, on essaie de communiquer sur ce sujet-là. Le e-learning, c'est quand même un super moyen c'est un support en fait de formation qui va être assez ludique, enfin qui est très ludique, qui est assez efficace, qui permet de mettre en œuvre, enfin qui, en gros, qui va un peu vous suivre. C'est un peu, pareil aussi, un fil rouge. Les personnes en fait se mettent sur ce e-learning-là donc au rythme qu'ils le veulent. C'est accessible en tout temps. Et c'est vrai que c'est un bon moyen en fait, ça complète souvent une formation. Alors, pourquoi on utilise le e-learning? Pour former justement tous les salariés managers de manière asynchrone. Hein, c'est un peu, voilà, selon vos contraintes, comme vous le pouvez. Ça permet de suivre la progression, l'acquisition aussi des compétences. On fait appel, pareil, à un organisme externe pour cette mise en place-là de e-learning. Alors, nous, il faut savoir que dans notre e-learning, on a privilégié des formats très courts. C'est 10 à 15 minutes, on a plusieurs modules, donc 10 à 15 minutes par module. Les e-learning sont destinés à intégrer aux formations existantes en présentiel par un apprentissage vraiment hybride. Hein, ça complète une formation, ça complète en tout cas une communication. Donc, c'est vraiment un format d'apprentissage qui forcément s'adapte à tout le monde. Parce que vous allez à votre rythme, vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez vraiment avancer aussi à votre rythme. Donc, ça s'intègre vraiment en fait au quotidien. Donc, je vous donnerai après un exemple concret. Donc, voilà, ça favorise encore une fois l'apprentissage parce que c'est pas mal aussi de piqûres de rappel. Et en plus, ça se fait sous format ludique parce qu'il y a des QCM, il y a des vidéos, il y a des mini-études de cas, il y a des exercices de mise en pratique. Donc, en plus, on a beaucoup de canaux différents en fait d'information. Alors, je vous mets juste quelques exemples. Alors, c'est peut-être un petit peu petit, mais par rapport au module, donc on a la durée dès le départ. Comme ça, la personne, elle sait directement combien de temps ça va lui prendre, mais elle peut arrêter à n'importe quel moment. Donc, le module 1, par exemple, c'est appréhender les risques psychosociaux. Donc là, ça va être 15 minutes. Donc là, il va y avoir un quiz, on va définir aussi les choses, on va essayer de comprendre ces facteurs de risque. Et puis, il y a toujours des boîtes à outils, justement, qui va compléter. Alors, les outils, souvent de l'INRS, de la CARSAT, en tout cas sur ce sujet-là. Le module 2, par exemple, c'est détecter et prévenir les risques psychosociaux. Module 3, établir un prédiagnostic, risques psychosociaux. Et module 4, agir suite au prédiagnostic. Donc voilà, en gros, voilà, vous avez tous ces modules-là avec plein de thématiques à l'intérieur, plein d'exercices, plein de définitions, des quiz, des documents qui vous permettent justement de vous accompagner. Et ça, c'est pour le format, de dire voilà comment ça se présente. Donc, on essaie vraiment d'avoir autant sur le fond, je vous en ai parlé, mais sur la forme, quelque chose de hyper attrayant, hyper attractif en tout cas. Hein, c'est quand même un moment sympa pour aller se connecter. Donc voilà à quoi ça ressemble notre e-learning. Le 6e conseil, former et préserver ses managers. Alors ça, c'est important. Alors, dans le titre, il y a 2 choses. Il y a et les former, mais aussi les préserver. Hein, il ne faut pas qu'on les oublie. Les managers, OK, il faut qu'ils soient sensibilisés, il faut qu'ils soient formés à ces risques psychosociaux aussi. Mais aussi, il faut aussi s'imaginer qu'eux aussi sont soumis à ces mêmes facteurs de risque. Clairement, les managers sont en première ligne pour détecter les signaux de risques psychosociaux, donc dans leurs équipes, parce qu'ils recueillent des informations formelles ou informelles et ils les transmettent à la direction et vice-versa. Hein, encore une fois, il y a cette communication réciproque. Donc, il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas oublier non plus qu'eux aussi peuvent être sujets donc, à ces risques psychosociaux parce qu'il y a de la pression, il y a des responsabilités, hein, souvent on travaille en plus en flux tendu. Donc, il faut vraiment les former et les coacher pour prévenir les risques psychosociaux chez eux aussi. Donc, très important donc, de penser à cette ligne, en tout cas hiérarchique. Comment donc mettre en place des formations à la prévention des RPS, donc pour les managers, pour leurs équipes et eux-mêmes, hein, autant eux qui soient sensibles à je détecte ça dans mes équipes, comment je les gère dans mes équipes et aussi comment je m'en préserve. Et il faut savoir aussi qu'on a un programme d'e-learning, nous, spécifique pour les managers. C'est vraiment concerné que pour eux. On va vraiment parler de leur management au quotidien pour prévenir les risques psychosociaux. Et bien sûr, il faut aussi les intégrer au groupe de travail. Il ne faut pas les évincer, les managers.
Voilà, alors là, c'est un exemple de livret pédagogique sur les risques psychosociaux. Alors, beaucoup d'informations, mais en gros, c'est voilà, pour dire que ça ressemble à ça. Donc, ce qu'on a, nous, comme livret, par exemple, comprendre et prévenir les risques psychosociaux, la gestion du stress, prévenir et agir contre les violences sexuelles et sexistes. Donc, voilà, nous, on essaie beaucoup de communiquer voilà, par ces livrets-là sur le sujet. On sensibilise les salariés aux risques psychosociaux. Bien sûr, on ne peut pas former tout le monde, quoique si on peut former tout le monde avec du e-learning, mais si on part du principe qu'on essaie de former d'abord, dans une première étape, les managers, il faut aussi que tout le monde en fait ait conscience en fait de ce souci-là et il faudrait communiquer en tout le temps. Donc c'est aussi important de sensibiliser vraiment tous les salariés de votre entreprise. Donc il y a cette formation à la prévention des risques psychosociaux pour les salariés, il y a ce programme d'e-learning qui aussi complète ces apprentissages et on communique le plus largement possible sur le sujet. Alors, si on parle du harcèlement, par exemple, tout type de harcèlement confondu, le harceleur ne se rend pas toujours compte que c'est lui qui harcèle. Donc, les sensibilisations, c'est une petite prise de conscience. C'est d'essayer d'impacter en se disant d'interroger un peu ses pratiques, d'interroger sa façon de communiquer, d'interroger la façon d'échanger, de travailler avec l'autre. Et bien voilà, ça c'est important parce qu'on a du mal. Alors, il faut savoir que l'humain est comme ça. L'humain arrive toujours à juger la personne en face, mais soi-même c'est assez compliqué. C'est vraiment de l'auto-évaluation et c'est ce que nous on tient en tout cas à faire dans ces sensibilisations-là, de dire voilà, d'être autant sensible à ces facteurs autant pour soi-même que pour les autres. Donc, il y a énormément de techniques de communication donc, sur le sujet. Donc, on peut faire des bulletins d'information, des messages sur votre intranet, des affiches dans les locaux, des livrets pédagogiques. Il y a vraiment plein de modes possibles et il faut s'en servir. Donc là, c'est des exemples d'affiches que nous proposons. Donc, par exemple, en conseil pour une déconnexion. Alors, ce sont des exemples comme ça, pas forcément en lien. Alors, mais je vous le dirai après, mais pour nous, les risques psychosociaux, il y a énormément de canaux, enfin, de portes d'entrée justement pour gérer ces RPS-là. Donc, par exemple, la déconnexion maîtrisée, donc tirer des traits nets entre le pro et le perso. Donc là, vous voyez, ça vous donne des exemples. Ne pas laisser le perso faire irruption dans le pro et vice-versa. Définir ses oreilles. Donc là, ses horaires. Donc là, on essaie vraiment d'être sur des petits conseils pratiques, mais surtout le petit rappel. La chose que vous pouvez, c'est un peu comme ce que vous ne devez pas oublier sur votre journée, vous l'affichez sur votre frigo. Comme ça, vous passez 50 fois dans la journée devant votre frigo, c'est la première chose que vous voyez quasiment le matin. Et là, c'est le même principe, c'est de se dire que cette affiche-là, voilà, je l'affiche dans un endroit stratégique, une salle de réunion, une salle de pause, l'entrée d'un bâtiment, pour de dire, voilà, petite piqûre de rappel, d'être attentif justement à tous ces facteurs de risque psychosociaux. Et puis la deuxième affiche, par exemple, pour un sommeil de qualité, être actif physiquement durant la journée. Moi, j'ai toujours si je peux faire un petit parenthèse sur le sommeil, juste pour dire que le premier facteur d'une bonne santé, ça passe au départ en tout cas par le sommeil. Donc voilà, c'est des exercices, c'est des petits conseils très très pratiques, c'est hyper attractif comme technique d'information et puis ça fait cette petite piqûre de rappel. Le 8e conseil qu'on vous donne, c'est organiser une journée vie ma vie. Alors ça, c'est super sympa à mettre en place. En général, ça plaît. Enfin, en général, non, ça plaît énormément. Faut savoir que ce qui est reconnu, il est reconnu que moins les personnes se connaissent, plus il est difficile de les comprendre et de les accepter. S'il y avait plus de tolérance, moi j'ai toujours, s'il y avait plus de tolérance dans ce monde, et encore plus dans le cadre professionnel, il y aurait beaucoup moins de conflits, il y aurait beaucoup moins de soucis. Donc c'est vraiment un exercice stratégique qui permet en fait de se mettre à la place de l'autre pour comprendre les difficultés. Donc encore voilà, pourquoi on organise en fait c'est une journée ou une demi-journée, ça fonctionne aussi très bien, de vie ma vie. Ça développe l'empathie. On comprend le fonctionnement, l'organisation d'un service. On se confronte aux difficultés éventuellement rencontrées. Donc c'est un peu, je donne toujours moi l'exemple de l'émission sur M6, pas trop incognito. Alors on peut critiquer le mode, tout ça, mais
ça permet en fait au patron d'interroger, d'aller sur le terrain, de se rendre compte vraiment. Et en fait, cet outil-là, c'est ce Vie ma vie-là. Et en fait, derrière, qu'est-ce qui se passe? Il y a un plan d'action. Derrière, en fait, à chaque fois, il propose de dire, on va agir là-dessus, on va changer ça, on va changer peut-être notre procédure, notre process, notre façon de communiquer. On propose en plus à chaque fois de faire grandir un petit peu la personne. Alors, c'est peut-être un exemple qui est peut-être controversé, je ne sais pas. Mais moi, je trouve qu'en tout cas, c'est un très bon exercice qui peut se faire assez facilement si les personnes jouent vraiment le jeu au sein de l'entreprise. Ça crée du lien, ça fait évoluer la cohésion sociale. C'est quand même un moment sympa à partager. Et ça permet aussi d'avoir une vision plus large de l'entreprise, de ne pas être cantonné à son poste et en gros de se dire moi les difficultés des autres services c'est pas mon problème. Si, forcément ça impacte puisqu'on a tous des postes dépendants les uns des autres. Alors comment est-ce qu'on organise ça? Sur une journée, sur une demi-journée, ça peut être 1 heure, 2 heures. On crée des binômes. Alors ces binômes là, stratégiquement, il faudrait que ce soit des personnes qui sont amenées à travailler ensemble où il peut y avoir peut-être des soucis un petit peu de communication, des problèmes de rencontrer entre les deux, stratégiquement, autant que ça serve. Donc sur des binômes de travail de poste et de services différents, chacun va forcément jouer le jeu et va s'impliquer dans ce moment de Vie ma vie. Donc, il y a un salarié qui va un peu driver sur son poste, qui va mettre en situation, et puis l'autre qui va se mettre à la place. Bien sûr, c'est une démarche qui est réciproque. Si vous mettez un Vie ma vie dans un sens, il faut absolument que ce soit un Vie ma vie, que ce soit fait aussi dans l'autre sens. Donc, ça peut être sur un même niveau hiérarchique, comme sur des hiérarchies différentes. Moi, je suis ergonome, je vais souvent sur le terrain, c'est ça qui me plaît heureusement dans mon travail, et souvent j'ai vu qu'il y avait des ergonomes qui faisaient partie de ce webinaire-là. Ce qui est super intéressant, moi pour moi le plus intéressant dans mon travail, c'est quand on révèle ce qui se passe sur le terrain, la réalité, sur l'écart entre le travail prescrit et le travail réel, à la direction. Et inversement, nous, des fois, moi, je sais pas, entre des lignes de production et puis les services support, les lignes de production nous disent, de toute façon, les services support ne sont jamais là quand on a besoin d'eux, ils se cachent derrière leur écran et ça sert à rien. Et en même temps, les services support qui disent, les lignes de production, ils se rendent pas compte, eux, ils ont juste à appliquer. Et en fait, il y a un énorme... Et c'est comme ça que l'écart se creuse. Et c'est comme ça qu'on est sur des quiproquos et des conflits vraiment très ancrés. Alors que si, des fois, on inversait, et nous, ergo, on essaye de faire le lien en disant... pas du tout, chaque métier a ses difficultés, chaque métier a ses contraintes, chaque métier ressent aussi de la pression, mais voilà, et cet outil-là, moi en tant qu'ergo, combien de fois on l'a préconisé, et quand c'est mis en place, c'est hyper révélateur. Donc clairement, n'hésitez pas. Le 9e point, l'avant-dernier point de nos conseils pour la prévention des risques psychosociaux, c'est de suivre les actions dans la durée. Ça, c'est très important. C'est bien de faire une journée coup de poing, par exemple, comme moi je les appelle, donc un Vie ma vie, ou de faire une journée de sensibilisation, tout ça. Mais derrière, il faut absolument que ce soit inscrit dans la durée. Sinon, on va oublier. Alors, oui, il faut mettre en avant, et souvent, nous, les salariés nous disent, oui, on fait ça 1 fois par an, on en parle 1 fois par an, puis après, c'est fini, on en reparlera l'année prochaine, quoi. Non, il faut vraiment montrer que c'est un sujet de tous les instants. Alors, bien sûr, vous avez... on a tous nos contraintes qui fait que c'est peut-être pas le sujet primordial, où il n'y a pas que ça, logique, mais il faut absolument faire des redites, faire des retours, réévaluer vos indicateurs, c'est hyper important. Donc en gros, il faudrait que vous ayez un planning 1 fois par mois, 1 fois par semaine, 1 fois par trimestre, de se dire je mets une croix sur mon agenda pour inscrire vraiment cette démarche dans la durée. Donc comment? On échange régulièrement pour remonter les difficultés dans les services. Échange même informel, mais il faut échanger. On suit les indicateurs de dépistage des risques psychosociaux, on les évalue, on les remet en question, on se dit non, finalement, ce facteur-là, il est résolu, ou celui-là, il s'est aggravé. Donc, sans arrêt, il faudrait réajuster. On mesure les effets des actions mises en place, on regarde les retombées pour vos équipes, est-ce que ça a été efficace ou pas. Des fois, cette démarche-là, quand on accompagne dans la durée, en fait, des managers, par exemple, pour la formation, pour les risques psychosociaux dans leur entreprise, c'est des fois 3 pas en avant et 10 pas en arrière. Mais c'est pas grave, parce que c'est un apprentissage. C'est pas parce que y a quelque chose qui n'a pas fonctionné ou que ça n'a pas eu des effets escomptés qu'il faut laisser tomber en disant non, ça sert à rien, ou parce qu'on est confronté finalement à un service qui est vraiment réfractaire à ce sujet-là. Non, c'est vraiment un apprentissage de tous les instants. C'est pas grave si vous faites 3 pas en avant, 10 pas en arrière, même si c'est pas vraiment un vrai recul. Vous aurez forcément appris quelque chose. Et bien sûr, on actualise le document unique d'évaluation des risques professionnels à minima. Alors on dit 1 fois par an.
Ça, ce serait l'idéal. Mais normalement, on actualise son document unique dès qu'il y a un changement. Dès qu'il y a quelque chose qui fait que ça vaut le coup quand même de le réactualiser et d'inscrire. Donc normalement, voilà, il faudrait que ce soit vraiment un outil, c'est un outil qui doit vivre, qui doit vous accompagner tout le temps, qu'on ne dépoussière pas tous les ans. Quoique moi je sais très bien que dans la réalité, on ne le ressort pas souvent. On se dit, oh ben on lit là, s'il y a l'inspection du travail qui passe, on sait le présenter. Non, c'est un document alors qui ne doit pas forcément être sur votre bureau tous les jours, mais qui doit être consulté, limite une fois par mois, pareil, case à cocher. Je regarde dans mon document unique où est-ce qu'on en est et on réévalue. Le dernier conseil, traiter les sujets connexes aux risques psychosociaux. Alors des fois, au lieu d'arriver dans votre entreprise avec des gros sabots en disant « Allez, on va parler du harcèlement, on va parler de la complexité du travail, on va parler de la charge de travail », alors, ça peut être une technique, mais vous voyez, en fonction de votre direction, il faut toujours avoir de la pédagogie quand même sur ce sujet-là. Mais il y a d'autres portes d'entrée. J'en ai parlé un tout petit peu avant. Les autres portes d'entrée, on est persuadé chez Goldmap qu'on peut faire des petites sensibilisations. On peut en fait agir sur d'autres secteurs qui gravitent un petit peu autour de ces risques psychosociaux et qui va forcément améliorer la situation. Donc, par exemple, sur quel sujet ? Sur le sommeil, sur les TMS, sur la gestion du temps, l'équilibre de vie, la déconnexion numérique, la santé et le bien-être de manière globale. Donc, c'est très important de ne pas oublier ces sujets connexes qui peuvent vraiment avoir un impact sur la santé psychologique de l'ensemble de vos salariés. Alors, nous, chez Goldmap, en fait, on a catégorisé en fait, nos compétences dans 5 domaines différents pour bien cadrer les choses. Et en fait, on peut piocher dans chacune des familles. Il y a vraiment En fait, il y a ce tronc commun, cette base, ce socle qui est la santé, la sécurité au travail. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est vraiment essayer de toucher avec plein de formats différents, des sensibilisations, des ateliers pratiques, des conférences, des entretiens des fois aussi individuels. Donc, très important d'avoir aussi d'autres... Si vous vous rendez compte qu'au niveau de votre direction, ils ne sont pas prêts à entendre parler de harcèlement, par exemple, est-ce qu'on peut pas avoir une autre porte d'entrée pour tout doucement, effectivement, arriver quand même à ses fins et régler ce problème. Donc, ces 5 catégories chez Goldmap, on a cette première catégorie qui est la catégorie calme, qui va être tout ce qui est santé mentale au travail. Donc, voilà, clairement, le sujet risques psychosociaux, le burn-out, la gestion du stress, la communication non violente aussi. Safe, ça va être tout ce qui va être sécurité au travail, le travail de nuit, les addictions au travail, le secourisme, incendie. Fit, donc ça va être tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, les gestes et postures, de lutter contre la sédentarité au travail. Le Sharp, la famille Sharp, ça va être tout ce qui est gestion du temps, conciliation, vie pro, vie personnelle, la déconnexion numérique, la communication et techniques de communication. Et Well, c'est équilibre de vie. Là, on va être plus sur parler de l'alimentation au travail, parler du sommeil. Voilà, ça va être plus le bien-être vraiment global du salarié. Donc voilà, donc on est persuadé qu'on peut traiter tout de suite ce sujet-là de risques psychosociaux et mettre les pieds dans le plat, mais aussi avoir d'autres portes d'entrée. Ça, c'est vraiment, ça dépend vraiment de votre organisation en interne et de savoir où est-ce que vous en êtes dans l'évaluation des risques psychosociaux dans votre entreprise. Il nous reste 3-4 minutes. Je vais vous parler de cas concrets. Alors, cas concrets, ce que nous, on sait faire, ce qu'on a déjà mis en place et qu'on a déjà évalué l'impact sur les entreprises. Donc là, par exemple, on a mis en place un baromètre RPS et une formation manager des risques psychosociaux. C'était une start-up, en fait, une start-up qui a grandi trop rapidement. Ça a fonctionné dès le départ et ça a grandi vraiment très rapidement dans l'équipe. Et en fait, au départ, c'était vraiment une entreprise, donc une toute petite entreprise qui était très, très familiale. Et en fait, vu que ça a grandi très vite, trop vite en fait, et on a perdu ce côté familial. Il y a une perte vraiment de la culture, des valeurs de l'entreprise. Donc, les problèmes vraiment rencontrés, c'est que intensité et complexité du travail, parce que quand on grandit, forcément, il y a d'autres procédures. On essaie de travailler vraiment avec beaucoup plus de personnes. Les rapports sociaux qui se sont dégradés parce qu'on a perdu un petit peu ce côté super sympa de la start-up. Donc, il y a eu vraiment des soucis de management où les anciens sont devenus et ont essayé justement de manager les nouveaux parce que les équipes s'agrandissaient. Donc là, on ne savait pas forcément faire. On essaie de le faire un peu au feeling, mais forcément, on fait des erreurs. Pas forcément de reconnaissance parce que aussi des fois pas le temps parce que il faut qu'on réponde aux besoins des clients, il faut qu'on fasse du chiffre. Donc, on ne met pas trop en place ces techniques de reconnaissance. Beaucoup de tensions et problèmes de communication. De toute façon, il y a souvent des problèmes de communication.
Donc, en fait, le baromètre, dans un premier temps, quand on l'a mis en place, ça a permis de voir, voilà, prendre cette température-là, où est le problème, où est-ce qu'il faut qu'on agisse. Et en fait, derrière, ça a découlé justement sur une formation sur les managers, donc prévenir les risques psychosociaux et le burn-out. Et on a aussi une formation manager sur la gestion des conflits. Donc voilà, c'était vraiment d'apprendre à comment gérer les conflits. Pour le coup, là, c'était en interne au sein de ces équipes. Donc ça a permis de montrer que voilà, c'était en gros les ténors en fait de cette start-up-là, ceux qui étaient vraiment là dès le départ et qui ont fait en sorte que ça grandisse très très vite, voilà, qu'il fallait peut-être réajuster son management et savoir comment gérer des conflits. Le deuxième cas, c'est le programme d'e-learning qu'on a mis en place. Donc, c'est une entreprise qui voulait diffuser une culture de prévention auprès des managers, faire baisser ses accidents de travail, améliorer la cohésion de ses équipes. Et elle voulait aussi que les managers connaissent aussi le cadre juridique des risques psychosociaux et surtout de savoir détecter les signaux. Ça, c'est hyper important de savoir, voilà, qu'est-ce qui peut me mettre la puce à l'oreille en disant, voilà, là, il faut que je fasse attention. Donc là, par rapport à cette entreprise-là, donc on l'a accompagnée en 2022 et ça se poursuit en 2023, parce qu'en 2022, on a mis à disposition notre e-learning, donc dans la version la plus complète, donc pour les managers. Et en fait, en 2023, là, on poursuit les apprentissages sur les premiers modules à l'ensemble des salariés. Comme ça, tout le monde est sensibilisé. Formation de tous les collaborateurs aux risques psychosociaux. Donc, l'activité de l'entreprise, on vous a mis, et le problème, il y avait un contexte vraiment tendu au niveau social. Pénurie de matières liée à la guerre en Ukraine, rachat d'une partie de l'entreprise. Donc là, les élus ont demandé une formation risques psychosociaux, engagement, et ils sont engagés pour former en fait tous les collaborateurs. Donc là, le but, c'est de proposer des journées de formation risques psychosociaux pour l'ensemble des collaborateurs. Donc voilà, donc là, on a commencé en 2022, on poursuit en 2023. Là, c'est vraiment le côté formation sur 7 heures sur l'ensemble des risques psychosociaux. Et je finirai par ce dernier cas concret. Donc là, en fait, le but, c'était de sensibiliser à la détection des signaux faibles, former des référents aux risques psychosociaux. Donc là, on a proposé un coaching individuel avec une psychologue du travail, donc spécialisée des risques psychosociaux. Et le but, c'est de former des journées sur les risques psychosociaux pour les membres du CSE et des RH. En fait, en 2022, il y a eu une première formation de 14 heures avec les responsables des ressources humaines, où la formation, c'était construire une démarche de prévention des risques psychosociaux. Et après, on a formé les représentants du personnel. Et en 2023, c'était l'ensemble des salariés. Donc, c'était vraiment de savoir comment aussi on intègre les risques psychosociaux dans le document unique. Voilà notre équipe. Alors, je ne suis pas sur la photo, mais voilà notre équipe, en tout cas chez Goalmap, où on est là pour vous accompagner au quotidien. Il est 45 pile. Pour ceux restés encore, je sais que votre ventre est en train de grouiller parce que c'est l'heure de manger. Mais si vous avez des questions, vu que je n'ai pas eu du tout accès au chat, ah oui, et puis quelques ressources pour aller plus loin. Je crois que Cynthia, si tu es là, normalement, elle doit être en off. Elle va vous mettre le lien en fait de notre livre blanc sur la prévention des risques psychosociaux. Je vous remercie d'avoir été présent à ce webinaire. On vous enverra le replay et je vais regarder s'il y a... Hop, je vais faire terminer le partage. Ah, c'est Damien qui a mis... Voilà, je suis de rien, Sandra, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent agir ou faire un retour d'expérience? Moi, je n'ai pas encore vraiment faim, donc vous pouvez y aller. Alors, on nous met le... Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous, vers l'équipe. On fera forcément le lien entre nous, parce qu'il y a une très bonne communication chez Goalmap. Voilà, s'il y a des questions, si vous voulez qu'on vous accompagne, si vous voulez qu'on précise des choses, si vous voulez avoir un retour d'expérience, de rien. Je vois que des merci. Top. J'espère que vous retiendrez quelques conseils sur les 10. Et voilà. Moi, je suis là. On vous a mis mon mail, mon numéro de téléphone. Si vous voulez nous contacter à la suite, on est à votre disposition. Je vais laisser encore 1 à 2 minutes s'il y a encore des questions. On a le droit de dépasser encore un petit peu le temps. Et puis, sinon, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos équipes. Et puis, bon appétit aussi. Merci Valérie. Merci. Je reste là. Représentation, bonne journée à vous. Merci. Je reste là. S'il y a des questions, n'hésitez pas.
Et puis, peut-être que vous avez des interlocuteurs déjà identifiés chez nous et que vous les voyez justement sur cette photo-là. Il en manque 2-3. L'idée du Vie ma vie est très intéressante. Mais oui, mais clairement. Et ça peut se faire tellement facilement. On n'a pas beaucoup de préjugés. Hein. On part avec énormément d'a priori sur l'autre, en disant il n'y a que moi qui travaille, il n'y a que moi qui suis en surcharge. Lui, franchement, il ne fait pas grand-chose. Et non. Et pourtant. Donc là, ça peut être, voilà, ça peut se faire en continu ou une journée un peu coup de poing en disant, bah voilà, on met en place ce Vie ma vie là. Ça permet de continuer aussi à travailler, hein, de mettre en situation. Vie ma vie en cours sur un programme QVT de mon entreprise cette année. Ah, ok. Merci Valérie pour ce partage d'expérience là. Ok, ça marche, ben, c'est top. C'est top. Alors, 30, comment sensibiliser efficacement au RPS l'ensemble d'une entreprise sur un créneau d'1h30. Nous, on a des formats conférences. Donc en fait, on a, enfin, conférence donc ça peut être tout le monde, ça peut être autant en présentiel qu'en distanciel. Comme ça, on touche vraiment tout le monde. On peut même intervenir en mode hybride, ça veut dire qu'on vient sur site et on peut avoir aussi des personnes qui sont connectées. Et en fait, en 1h30, c'est parler de l'ensemble des facteurs de risque psychosociaux, donner à chaque fois des cas concrets. Et surtout parler des signaux d'alerte. Les signaux d'alerte qui peuvent être individuels et les signaux d'alerte qui peuvent être collectifs. Donc voilà, ça permet en 1h30 de parler du cadre légal, de définir ce que c'est, d'être attentif aux 7 familles de risques et de savoir comment est-ce que je détecte pour moi, pour mes équipes et les conséquences individuelles et collectives. Donc c'est un format court, je vous l'accorde, mais c'est une première porte d'entrée. Et en général, quand on fait une sensibilisation d'1h30, derrière, ça peut s'enchaîner sur un besoin de formation précise ou sur du e-learning parce que ça peut compléter. Voilà, Anne-Claire. Mais n'hésitez pas à nous écrire, Anne-Claire. M'écrire moi ou moi, j'arrive très, très bien à déléguer. Donc, je pourrais déléguer à mes collègues pour qu'ils vous accompagnent. Y a-t-il des intervenants de GoMap en Alsace et notamment dans le Bas-Rhin? Alors, Mathilde, moi, je suis en Lorraine, donc je ne suis pas loin de chez vous. GoMap, on a un maillage vraiment national. Alors, on a pour objectif de faire de l'international, mais pas pour tout de suite. Mais oui, bien sûr, en fait, on essaye vraiment d'aller... on a plus de 800 intervenants, alors dans tous les domaines, hein, pas que risques psychosociaux. Mais nous, notre force, et justement, ça c'est le gros plus chez GoMap, c'est qu'on puisse justement intervenir partout. D'ailleurs, pour la petite anecdote, moi, j'ai commencé avec eux parce qu'ils cherchaient quelqu'un sur Nancy. Et puis, 4 ans plus tard, donc ils cherchaient pour la QVT. Donc, je suis intervenue, puis 4 ans plus tard, je suis à temps plein chez eux. Mais j'habite Nancy, donc le Bas-Rhin, j'aime beaucoup l'Alsace, je ne suis pas très loin. N'hésitez pas. D'autres questions? Bah voilà. De rien, Mathilde, vous m'appelez et on intervient. Il n'y a pas de souci. Partout en France. Et encore une fois, on a cette force-là. Et en plus, on peut faire aussi en format distanciel. Mais nous, on préfère effectivement le présentiel, être au plus proche de vos équipes. Bonne journée. Je ne sais pas si vous êtes encore beaucoup de connectés. Si vous êtes encore beaucoup connectés. Je continue à être présente et puis après, on ira tous manger. Quelqu'un a écrit, je vois. Bonne journée, Katia. Merci. De toute façon, vous avez les coordonnées. Là, Damien, je crois que c'est ça. Hein, Damien, il a fait partager des documents. Donc, n'hésitez pas à aller les voir, à vous en servir. Hop. Bonne journée, Marois. Allez, je me déconnecte. S'il y a des questions, s'il y a besoin d'approfondir certains sujets, des détails, des choses comme ça, vous avez eu le temps de noter mon mail ou vous allez sur notre site GoMap ou si vous avez déjà identifié un interlocuteur chez nous, n'hésitez pas. À bientôt. N'oubliez pas, prochain jeudi, premier jeudi du mois en avril, sur la qualité de vie au travail et comment vous proposer des idées pour organiser votre semaine qui est au mois de juin. Donc, c'est clairement le moment de travailler dessus pour être prêt pour le mois de juin. Bonne journée à vous. Prenez soin de vous. Au revoir.